Nos peuples tournent irrévocablement le dos à la CEDEAO. Ces propos sans équivoque qui peuvent paraître d'une certaine brutalité sont ceux du général Tiani, l'homme fort à la tête du Niger. Le week-end du 6 et du 7 juillet a été un week-end extrêmement important pour l'avenir de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Il y a eu deux sommets. D'un côté, le sommet des chefs de l'État de la CEDEAO et de l'autre, le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, composé donc du Burkina, du Mali et du Niger. Et c'est de ce sommet que nous allons parler aujourd'hui. Le divorce est désormais acté, définitivement, entre ces trois pays et le reste de la CEDEAO, qui est donc amputé. Et nous allons voir quelles sont les 10 décisions clés qui ont été prises lors de ce sommet de l'AES, parce que, évidemment, nous allons tous être impactés d'une manière ou d'une autre si nous vivons en Afrique et surtout si nous vivons en Afrique de l'Ouest francophone, dans les pays qui appartiennent à la CEDEAO ou qui n'appartiennent plus, qui ne sont plus membres tels que ces trois pays-là. Nous allons donc en parler. C'est important de comprendre comment est-ce que géopolitiquement les choses évoluent, parce que pour vos affaires, pour votre sérénité aussi, si vous voulez vivre quelque part, vous devez comprendre quels sont les nouveaux enjeux, comment les choses sont en train de se repositionner sur la carte géostratégique. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Bon, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra ROC, soyons rock. Nous abordons différents sujets sur cette chaîne qui ont un fil rouge, une particularité commune, c'est d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, par exemple, nous allons parler de l'actualité africaine. C'est aussi pour que tous ceux qui sont dans le business ou qui ont des ambitions dans ce domaine-là puissent prendre certaines décisions. Parce qu'au-delà de l'actu que nous abordons de temps en temps, nous parlons surtout ici d'entrepreneuriat, d'éducation financière, de mindset, de développement personnel. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification, tu es au bon endroit. Il y a une nouvelle vidéo propulsive tous les jours. Alors, le contexte, vous le connaissez, je ne vais pas refaire la sur tout ce qu'il y a eu. On peut résumer ça en disant tout simplement que les trois pays qui sont le Niger, le Burkina et le Mali ont claqué la porte de la CEDEAO déjà de façon, je dirais, officieuse, avant que tout le processus administratif ne s'enclenche, depuis le début de l'année 2024, fin 2023, début 2024, en raison des sanctions qui ont été prises par leurs pères et leurs frères, donc les autres pays de la CEDEAO, qui n'ont pas plu à ces trois pays-là. Ces trois pays ont à leur tête des militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État avec l'ambition, en tout cas avoué, c'est ce qui est présenté, de remettre leur pays sur les rails, d'avoir un peu plus de souveraineté. Voilà, c'est vraiment le même dialogue qu'on a eu des trois côtés. On a donc trois militaires à la tête de ces pays-là et ça chamboule évidemment un certain nombre de choses. Les intérêts internationaux sont forcément bousculés. Et des sanctions ont donc été prises par la CEDEAO et beaucoup de personnes ont soupçonné, non sans raison, que ces différentes sanctions ou que l'attitude de la CEDEAO était une attitude qui n'était pas digne de la souveraineté qu'elle prétend avoir, que c'était en fait une organisation qui était téléguidée dans une certaine mesure et qui était au service de la France-Afrique. C'est ce qui s'est dit assez souvent et c'est la raison pour laquelle, avec toutes ces sanctions prises contre ces trois pays, ils ont décidé de partir. Alors, ils l'ont dit et ils l'ont fait. Même quand les sanctions ont été levées, quelques mois plus tard, en 2024, là, je crois à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième, ils ont dit on ne revient pas, c'est trop facile. Et ce n'est pas parce que vous nous avez privés d'électricité, avec le Nigeria par exemple, qui n'approvisionnait plus certains de ses voisins, ce n'est pas pour ça que nous allons céder. Ce n'est pas non plus parce que vous avez décidé de fermer soit les frontières ou de ne pas nous approvisionner en telle ou telle ressource que nous allons céder. Il faut rappeler ceci, ces pays sont des pays enclavés. Donc, ils ont besoin d'avoir des partenaires qui ont accès à la mer. Et tout ça, ce sont des éléments de pression qui ont été utilisés pour essayer de les faire céder. Ils ont dit niet. Alors, samedi, le 6 juillet donc, samedi 6 juillet, ils se sont retrouvés pour leur premier sommet. Et on va analyser rapidement ensemble, on va voir quelles sont les 10 décisions principales qui ont été prises. Je rappelle quand même que l'AES, c'est 72 millions d'habitants.
La CEDEAO, c'est environ 400 millions. Donc, on est quand même, hein, c'est pas rien, on est presque à 20% quoi, de population en moins. Donc, la taille du marché de la CEDEAO réduit. Et ça ne va pas être intéressant au niveau des échanges. Il va y avoir pas mal de chamboulements au niveau des échanges, que ce soit économique ou même tout ce qui est géostratégique. Ça va être assez compliqué. Alors, première décision importante, la formation d'une confédération. La confédération des États du Sahel. C'est-à-dire que c'est cette confédération qui vient entériner véritablement l'alliance qui, elle, était déjà formelle dans une certaine mesure, mais aujourd'hui, il y a une confédération. Donc, ils ont ratifié un traité et ils vont développer leur stratégie dans le cadre de cette confédération-là, qui a pour but de renforcer les liens, disent-ils, hein, économiques, politiques, sécuritaires, etc. Donc voilà, globalement, il y a la CEDEAO qui, elle, tient son sommet le dimanche, l'AES tient son sommet le samedi et prend cette décision. Et c'est un nouveau bloc, c'est un bloc géopolitique à part qui va prendre ses décisions, qui va avoir sa politique, qui va avoir sa façon de voir le monde, qui va avoir ses alliés. Et ça va forcément changer beaucoup de choses à très court terme même au niveau de notre sous-région ouest africaine. Donc à suivre de très près. Parce que même en ce qui concerne les liens sécuritaires, ils ne vont plus traiter de la même manière avec les pays de la CEDEAO. Ils vont travailler entre eux avec d'autres appuis. On va le voir tout à l'heure justement. Deuxième décision importante, la création d'une monnaie commune. Ça fait un certain nombre de temps déjà hein, qu'on en parle. Même avant qu'il y ait toute cette histoire d'AES, on a souvent plébiscité une monnaie qui serait beaucoup plus à l'image, dit-on, des pays qui utilisent encore le franc CFA. Je ne suis pas un économiste, donc je ne pourrais pas vous donner des détails. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que j'ai parlé à plusieurs reprises avec des économistes chevronnés, des gens qui ont même été à l'intérieur du système pendant des décennies. Certains ont même été au service, disent-ils, des intérêts de la France-Afrique, comme on dit. Mais n'ayant plus de droit de réserve, d'obligation, pardon, de devoir de réserve, ils arrivent à s'exprimer en privé et à dire certaines choses. Parmi les spécialistes avec lesquels j'ai parlé, il y a deux sons de cloche, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont foncièrement contre l'abandon du franc CFA et qui expliquent avec des arguments techniques et logiques, et donc je pourrais dire dans un certain sens objectif, qui expliquent que abandonner le franc CFA, ce serait une erreur parce que nous ne sommes pas encore prêts et que nous n'avons pas derrière ce qu'il faut au niveau de l'économie pour pouvoir porter une monnaie forte. Il y a un autre camp qui estime que même si c'est difficile, il est important de passer par cette phase qui va être complexe où nous aurons notre propre monnaie. Donc c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez, on parle de franc des colonies françaises d'Afrique, rien que la dénomination, évidemment, ça peut donner l'urticaire à plusieurs personnes, ça peut se comprendre. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que cette monnaie qui serait commune à tous ces pays, eh bien, au niveau de la CEDEAO, l'UMOA, c'est pas sûr qu'elle naisse demain matin. Enfin, on entend pas mal de choses, mais on n'a pas encore de... On n'a pas de calendrier, on ne sait pas où ça va. Par contre, l'AES, eux, ils disent clairement qu'ils vont avoir leur monnaie, à tous les trois. Combien de temps ça va prendre? On ne le sait pas encore. Ça va prendre un peu de temps. Ce n'est pas facile de mettre une nouvelle monnaie en place. Mais ils ont clairement dit qu'ils travaillent là-dessus et qu'ils veulent créer une union monétaire. Voilà, ils veulent mettre en place une union monétaire, donc un peu comme l'UEMOA, d'accord, avec cette perspective-là d'avoir leur monnaie à eux. Est-ce que ça va se faire bientôt? Est-ce que ça va se faire dans très longtemps? Est-ce que ça va jamais se faire? Il faut suivre ça de près. Je pense que ce sont des gens qui ont l'air très déterminés en tout cas et qui ont des soutiens aussi à l'étranger, donc qui vont pouvoir travailler sur ces dossiers-là, même s'ils sont des dossiers périlleux et même si ça ne va pas être simple que du côté de la France, on leur laisse les coups des franches. On a appris récemment qu'il y avait une invasion, entre guillemets, j'appellerais ça comme ça, de faux billets dans ces pays-là et que ça se serait propagé. Évidemment, ça va se propager dans les autres pays si ça tombe dans un seul pays parce que nous commerçons, nous échangeons, d'accord? Donc, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Apparemment, il y aurait eu des faux billets et certains disent que c'est une tentative de déstabilisation des anciens associés, associés partenaires, je dirais notamment la France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des supputations? Suivant l'actualité, on verra bien, mais on sait que ça ne va pas être simple pour eux à mettre en place. Troisième décision importante, la mise en place d'une défense collective. Ça, ils l'ont bien dit, hein, les pays ont signé un traité de défense collective stipulant que toute agression contre l'un d'eux sera considérée comme une agression contre tous les membres de l'AES. Un peu comme vous avez l'OTAN, qui est un bloc de défense, vous avez donc l'AES qui veut évidemment mettre en place une organisation à travers la ratification d'un traité, une organisation de défense collective. Donc il ne faudra pas s'attaquer à un d'entre eux, sinon vous vous attaquez à tous les trois.
ils n'ont pas beaucoup de choix. Seuls, ils ne pourront pas faire grand-chose. Le fait de se mettre à 3, ça va forcément augmenter leur poids, ça va leur donner plus de valeur, je dirais, quand ils seront à la table de négociation avec certaines autres organisations internationales. Même dans certains conflits, ils vont avoir beaucoup plus de légitimité à pouvoir s'exprimer parce qu'ils sont 3, il y aura tout multiplié par 3. Hein, la puissance militaire, le nombre de soldats, le type d'armes, les accords de coopération, etc., etc. Donc ça peut être intéressant pour eux à suivre. Décision numéro 4. Une coopération sécuritaire accrue. C'est ce qu'ils ont décidé également de mettre en place. Alors, au-delà de la défense, il y a cette envie d'intensifier la coopération entre les différents pays pour pouvoir combattre tout ce qui est insurgé. Hein, donc, tout ce qui est terreau, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a des mots qui sont parfois censurés, on ne sait pas pourquoi sur les plateformes, donc on ne les prononce pas ou pas trop. Donc, vous voyez bien quand je dis terreau, vous voyez de quoi je veux parler. Ok. Donc, les insurgés qui sont un peu partout, les djihad, qui sont un peu partout, eh ben, dans ces pays-là et qui commettent pas mal de dégâts, ne sont pas prêts d'arrêter leurs méfaits et leurs forfaits. Et l'AES veut donc accentuer la coopération sécuritaire pour qu'entre les pays, il y ait un meilleur service de renseignement interpays, qu'il y ait de la fluidité au niveau des échanges, des infos et tout ça, et qu'ils puissent endiguer ce phénomène, ce fléau. Est-ce qu'ils y parviendront? On verra. Mais partir sur de la coopération, c'est quand même une bonne approche à mon sens. Et c'est ce qu'il y a de plus logique, vu comment est-ce qu'ils ont décidé de se départir des autres pour évoluer. Décision numéro 5, réduire la dépendance envers la France. Enfin, je crois que ça, c'est très clair. On l'a constaté. Ces 3 hommes qui sont au pouvoir, donc Assimi Goïta, le général Tiani et le général Ibrahim Traoré, ils ont clairement dit, dès l'accession au pouvoir, qu'ils sont arrivés pour mettre un terme à ce qu'ils appellent, hein, je reformule un petit peu, de la surexploitation ou de la néocolonisation. Et leur but, c'est d'avoir de nouveaux partenaires, d'équilibrer davantage le jeu géopolitiquement, en ayant des partenaires issus d'ailleurs, notamment la Russie. On a vu qu'il y a beaucoup de rapprochements entre la Russie et ces pays-là. Je pense que la Chine aussi joue ses cartes, même si elle est un peu plus discrète. Comme toujours, elle fait beaucoup de soft power et elle fait moins de tapage que d'autres nations. Mais la France, ils veulent s'en départir. Les Américains, ils s'en méfient, donc ils commencent également à couper un peu les ponts. Bon, tout ça, c'est un peu l'OTAN. Hein. Et globalement, le bloc occidental dont on parle souvent en classique, ils ne veulent plus être dépendants de ce bloc-là. Et ils veulent pouvoir travailler avec d'autres pays pour avoir une meilleure autonomie stratégique au niveau de la région du Sahel. Il y a des questions militaires qui sont ici importantes. Je crois que c'est la capacité à pouvoir véritablement prendre des décisions géostratégiques et des décisions sur le plan militaire, le plan de la défense, le plan économique, sans être tenu en laisse. C'est l'impression qu'ils donnent en tout cas. Hein. C'est cette volonté-là qui les anime. Et forcément, ça passe par une réduction de la dépendance envers la France. On a vu qu'il y a déjà eu des accros diplomatiques à plusieurs reprises entre ces pays et la France. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que les Français veulent également maintenir leur position et leur influence en Afrique à travers tout ce qu'ils ont comme système qui leur permet de garder une certaine influence ici. Donc voilà, c'est une guerre qui ne dit pas son nom, même si elle n'est pas encore, c'est pas une guerre où on se tire dessus pour l'instant, de façon frontale, mais il y a des guerres économiques, il y a des guerres technologiques, il y a des guerres à tous les niveaux qui se mènent depuis toujours, et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on est actuellement. La 6e décision consiste à développer des initiatives économiques conjointes, mais également mettre en place des programmes de développement social de façon communautaire. Et là, ils affirment vraiment leur envie de continuer à travailler dans l'esprit de bloc. Ils disent avoir discuté de divers projets conjoints sur le plan économique, par exemple, pour stimuler le développement régional donc de leur région. Et ces projets-là, ça inclut des infrastructures, des initiatives agricoles. Donc au niveau des infrastructures, vous allez avoir le réseau routier, c'est sûr, qui va être étoffé pour fluidifier les échanges. Vous aurez, je dis réseau routier, mais ça va être à d'autres niveaux aussi, tout ce qui va être en tout cas circulation des biens et des personnes. Ils vont travailler là-dessus pour que ça se fluidifie. Ils disent vouloir améliorer l'éducation, adopter éventuellement un programme scolaire qui serait unifié ou en tout cas harmonisé dans une certaine mesure, travailler ensemble pour que les questions de santé, d'accès à l'eau potable pour les populations locales soient traitées avec plus de diligence afin de réduire les injustices sociales. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit. On verra ce que ça donne, mais il y a des ambitions qui paraissent nobles.
Il faut suivre de près pour voir où est-ce que ça va nous mener. Parce qu'au niveau de l'énergie aussi, ils vont devoir travailler ensemble. On parle de l'eau, mais c'est l'énergie, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le transport, c'est tout ça. Ils sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et surtout de l'histoire de leur pays. Mais nous sommes tous concernés parce qu'il y aura des impacts sur les uns et les autres. Et il faut donc qu'on puisse suivre la situation et comprendre comment est-ce qu'elle évolue. Septième décision importante, la création d'une banque de développement régional. Alors, ils ont évoqué cela et c'est tout à fait logique. S'ils ont l'ambition de créer une monnaie, il va falloir qu'il y ait une banque. Quand on parle de banque, ce n'est pas forcément une banque au terme banque centrale. Je ne sais pas s'ils sont dans cette optique-là. On n'a pas suffisamment de détails pour l'instant parce qu'il y a ce qui est communiqué à la presse, il y a également ce qui est négocié en back, en off, qu'on ne révèle pas entièrement, intégralement, parce que ce sont des questions stratégiques. Mais globalement, ils veulent pouvoir financer des projets dans les 3 pays. Et c'est pour ça qu'ils voudraient mettre en place une banque qui va permettre donc de financer le développement régional, d'accord, le développement de gros projets. Et qui va permettre aussi de renforcer l'autosuffisance économique, de réduire la dépendance, disent-ils, aux aides internationales. Donc le but, c'est ça. C'est moins emprunter au niveau de la Banque mondiale, du FMI, de tout ce qui existe, d'accord, comme système, on va dire, comment je vais appeler ça gentiment, ces systèmes qui vous tiennent un peu, en fait, qui vous permettent de vous développer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais qui vous tiennent derrière. Donc, on connaît tous le jeu. Certains pays, ou la plupart des pays, n'ont pas le courage de sortir de ce jeu-là parce qu'ils disent avoir besoin d'argent pour avancer, etc. Voilà 3 pays qui disent, nous on sort de là, on va avancer. On verra s'ils peuvent vraiment avancer seuls ou si grâce à leurs nouveaux alliés que sont principalement la Russie, de ce qu'on voit pour l'instant, mais d'autres pays un peu aussi en bac, est-ce qu'ils vont pouvoir s'affranchir et créer cette banque-là pour être moins dépendant des aides, parce qu'il ne s'agit pas de moins emprunter au niveau des institutions précitées pour aller emprunter tout autant plus auprès d'autres personnes. On resterait dans le même problème d'un endettement sans fin et qui est préjudiciable au développement de nos pays. Donc il faut que la stratégie, elle soit pensée dans ce sens. Je pense qu'ils le savent mieux que nous et qu'ils y réfléchissent. À suivre donc. 8e décision importante, elle concerne les politiques d'immigration qu'ils voudraient harmoniser, disent-ils. D'accord ? On dit que les dirigeants ont convenu de mettre en place des politiques d'immigration harmonisées pour faciliter le mouvement des personnes et des biens entre les 3 pays. Bon, pour stimuler le commerce intra-régional. C'est un peu cohérent avec tout ce qui a été dit. On voit bien qu'ils veulent construire un marché intégré, mais un vrai marché intégré. Parce que pour l'instant, disons de la vérité, dans la CEDEAO, quand tu veux traverser les frontières, tu as beau avoir tous tes documents à jour, tu vas quand même payer des sous à la frontière du Ghana ou à une autre frontière. Voilà, il n'y a pas une véritable libre circulation des biens et des personnes au niveau de la CEDEAO, de l'espace UEMOA, tel que ça devrait l'être et tel que c'est écrit sur le papier. Donc si eux, ils parviennent à le faire de façon factuelle, eh ben, ils auraient pris de l'avance sur, par exemple, les États de la CEDEAO. À suivre. Tout ça, c'est assez excitant parce que c'est une nouvelle ère, on va voir où ça nous mène. Décision numéro 9, la préférence nationale. Alors ça, ils ne l'ont pas dit explicitement, mais pour moi, c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Ils disent, lors de ce sommet, ils l'ont répété, que les langues nationales devraient avoir une part plus importante dans les médias. Et ça, c'est une bonne chose. Nous devons apprendre à utiliser, à valoriser nos langues pour qu'elles soient à notre service aussi. Mais pour faire cela, évidemment, il faut travailler aussi au niveau des langues locales, dans le système scolaire. Est-ce qu'on leur donne une certaine place? Est-ce qu'elles sont valorisées? Il ne faut pas développer uniquement ça au niveau des médias et dans des instances de décision sans que ce soit élargi jusqu'à la base, parce que ça, c'est important. Je crois qu'avec cette volonté-là, on peut parler de préférence nationale, parce qu'au-delà des langues, ils vont certainement donner également plus de place à des entreprises et donc à des entrepreneurs locaux qui vont bénéficier de certains marchés. C'est sûr, ils sont obligés de fabriquer des nouveaux champions. Ils en ont déjà, comme dans tous les pays, il y a des milliardaires, il y a des multinationales, mais ce n'est pas trop ce qu'ils veulent, justement, maintenant. Ils veulent aussi des champions locaux. Il y en a quelques-uns, il faut qu'ils en fabriquent davantage. Et ça va passer par de la préférence nationale pour l'attribution peut-être des marchés, avec des décrets très clairs qui vont instituer le fait que X% de marchés dans tel secteur doivent être attribués à des entreprises locales, etc., etc. Donc ça peut être une opportunité pour des gens qui opèrent dans ces pays-là, que vous soyez africain ou ressortissant natif de ces pays, ça peut être une phase intéressante pour gagner de l'argent. Lorsqu'il y a une nouvelle dynamique, lorsqu'il y a de la reconstruction, lorsqu'il y a des réaménagements, c'est toujours le bon moment pour gagner de l'argent si vous savez comment vous positionner et ce que vous devriez proposer à la vente. Ça, c'est clair et net. Après les guerres, regardez, tous ceux qui viennent reconstruire, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est pour ça qu'on dit que certaines personnes morales ou organisations, c'est ce qui se dit, contribuerait à la destruction de certains espaces parfois pour venir reconstruire.
Bon, donc même si on n'est pas dans un cas similaire où tout n'a pas été détruit, non, il n'y a pas eu de guerre avec des dégâts extraordinaires, mais il y a une reconstruction, il y a une nouvelle dynamique et vous pourriez éventuellement vous positionner pour voir ce qui peut être intéressant, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais proposer dans cette nouvelle dynamique-là sur ces marchés. Et la 10e et dernière décision, eh ben, c'est celle qui a fait de Tiani le président de cette alliance, d'accord, pour le début en tout cas de cette confédération. C'est le général Tiani du Niger où s'est tenu justement ce sommet, qui va présider la confédération. Et voilà, les 3 pays veulent vraiment travailler ensemble pour promouvoir la stabilité dans la région et donner une nouvelle direction à leur destin. Leurs destins sont désormais liés. On va suivre ça, c'est très beau sur le papier. Il faut maintenant regarder ce que ça va donner, parce que dans les faits, ça va être difficile. Ils vont avoir des divergences entre eux. Ils vont avoir également pas mal d'adversaires. On va leur mettre les bâtons dans les roues, c'est une évidence, ça a déjà commencé depuis longtemps. Donc il faut de la ténacité, une volonté à toute épreuve et surtout une entente entre les 3. Parce que si le bloc est fragilisé à un moment donné, ça va partir en cacahuète, comme on dit. Voilà, donc à suivre. Et moi, je voudrais bien avoir votre avis. Quelle est, selon vous, de ces 10 décisions, la plus importante? Quelle est celle qui devrait être priorisée par justement l'AES? Sur quel point il devrait travailler prioritairement? Partagez vos avis en commentaire, c'est en échangeant qu'on apprend les uns des autres. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, partagez-la pour que la communauté grandisse. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.